Alors, du coup, on va commencer. Donc, bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire. On va parler aujourd'hui du photovoltaïque et du thermique, donc deux types de systèmes solaires qu'on peut utiliser et qu'on peut installer pour baisser sa consommation et produire de l'énergie renouvelable. Donc, je vais être accompagné de mon collègue Bastien Lafargue, qui est conseiller à l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise, et moi-même, Olivier Blovac, conseiller à la Maison Énergie Habitat Climat sur le Pays d'Aix. Donc voilà, on va parler la différence entre le photovoltaïque et le thermique, expliquer les bases, faire un zoom sur le photovoltaïque, puis faire un zoom sur la partie solaire thermique. Comment choisir la bonne solution, des exemples, des cas concrets, des étapes clés, comment choisir, comment réussir son projet. Et puis il y aura une partie questions-réponses par la suite, à la fin, où on pourra répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Alors, du coup, je vais commencer par ça. Donc, France Rénov. Donc, mon collègue Bastien et moi sommes tous les deux conseillers France Rénov sur le territoire de la métropole, qui se répartit, comme vous pouvez le voir sur la carte, entre le nord du territoire, donc le pays Salonnais et le pays d'Aix, qui sont traités par la Maison Énergie Habitat Climat, notre structure, et puis tout le sud de la métropole, donc le pays d'Aubagne, le pays de l'Étoile, la métropole marseillaise, Istres, Port-Saint-Louis, qui sont traités par nos collègues de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. Pour vous, c'est assez simple. En fait, vous avez un numéro unique, donc celui que vous voyez à gauche à l'Orénov Énergie, qui permet, voilà, selon votre localisation et selon votre question, de vous orienter vers les interlocuteurs dédiés. Et donc, vous aurez une réponse à vos questions, qu'elles soient techniques, financières ou juridiques. Et vous avez aussi un outil numérique, comme vous pouvez le voir, l'outre, l'outil de la rénovation énergétique. Donc sur cet outil, vous pourrez avoir un espace projet, vous pourrez voilà, rechercher des entreprises autour de chez vous en fonction du domaine de travaux considérés, avoir des fiches conseils en fonction de votre localisation, pouvoir voilà, directement charger les devis, charger des factures pour avoir des conseils, pour avoir des informations sur ces devis-là. Donc voilà, c'est un outil qui permet de faire le lien entre les entreprises du territoire, le conseiller France Rénov et puis vous, votre projet. Et donc ça permet voilà, d'avoir un parcours de rénovation simplifié et accompagné. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur l'autre-rénovation.fr. Euh, Avant de rentrer dans le détail du solaire, ce qu'on, souvent ce qu'on présente, c'est que le photovoltaïque et le thermique, donc les énergies renouvelables, c'est pas forcément la première étape à faire dans un projet dans un projet de rénovation. Souvent, on va d'abord essayer de faire des gestes de sobriété. Donc souvent, c'est l'isolation de son logement, l'enveloppe. Essayer d'avoir une enveloppe la plus performante possible, mettre un manteau autour de sa maison ou de son bâtiment. Ensuite, des gestes d'efficacité. Donc ça va être au niveau du chauffage, la production d'eau chaude, avoir des équipements performants, des systèmes de chauffage performants, des systèmes de production d'eau chaude performantes, des équipements électriques, des équipements énergétiques performants. Et puis après, la partie production d'énergie renouvelable, souvent c'est quand même la dernière étape, puisque si on fait 100% de renouvelable, mais qu'on réduit pas nos consommations énergétiques, ça sera compliqué d'atteindre les différents objectifs qui nous sont fixés. Donc sur la partie photovoltaïque et thermique, euh, quelles sont les différences? Alors les différences, en fait, dans les deux cas, on utilise l'énergie solaire, l'énergie du soleil, le rayonnement solaire. Dans le cas du solaire thermique, cette énergie solaire, en fait, on va s'en servir pour chauffer un liquide, donc qui circule dans des panneaux que vous voyez en 1 ici, sur le schéma, le numéro 1. Donc c'est des panneaux solaires thermiques qu'on va placer souvent en toiture ou au sol. Et donc l'énergie solaire va chauffer ce liquide, va chauffer l'eau qui circule dans ce liquide, et donc cette chaleur-là, on va s'en servir pour chauffer l'eau d'un ballon solaire qui se situe dans votre maison. Et donc on va transférer la chaleur du soleil à la chaleur, enfin à l'eau du ballon. Alors que dans le photovoltaïque, on sert aussi du rayonnement solaire, des photons, mais l'absorption n'est pas la même. On absorbe via un panneau photovoltaïque, donc une cellule qui va produire, transformer cette énergie de chaleur en énergie électrique. Et donc cette énergie électrique, après, on peut l'utiliser, on le verra plus tard, mais on peut l'utiliser soit en autoconsommation pour alimenter des équipements électriques de chez nous, soit en surplus, soit voilà, l'injecter dans le réseau et en tirer un petit revenu.
Sur le photovoltaïque, justement, voilà les différents éléments, le principe, donc on l'a vu, la lumière, le rayonnement solaire qui tape sur des panneaux. Les panneaux peuvent être en toiture ou au sol, on le verra tout à l'heure. Donc ça produit de l'énergie, donc ça produit du courant continu. Ce courant continu, on a besoin de le transformer en courant alternatif, puisque notre équipement électrique domestique fonctionne avec du courant alternatif. Donc on utilise un onduleur. Alors historiquement, c'était un onduleur centralisé. Maintenant, ça arrive de plus en plus régulièrement qu'on utilise des micro-onduleurs ou des optimiseurs de puissance en couplé avec un onduleur centralisé. Voilà, à la base, le micro-onduleur, c'était surtout utilisé lorsqu'il y avait des problèmes d'ombrage ou des problèmes d'inclinaison ou d'orientation des panneaux qui n'étaient pas à la même, qui n'étaient pas tous à la même inclinaison ou à la même orientation surtout. Euh, voilà, dans certains cas, ça peut être plus intéressant, dans d'autres pas forcément. Après, c'est en fonction des différents devis, en fonction aussi des habitudes des entreprises. Et les entreprises qui préfèrent installer et travailler avec des optimiseurs de puissance, d'autres avec des micro-onduleurs, d'autres avec des onduleurs centralisés. Les trois options sont possibles. Et puis après, donc cette électricité, une fois qu'elle a été transformée en courant alternatif, elle arrive à votre tableau électrique, et puis soit elle alimente directement les équipements en temps réel s'il y a de la consommation en même temps, soit elle est injectée sur le réseau, et cette énergie injectée, elle est comptée avec un compteur, votre compteur Linky. Donc si on est en autoconsommation, il y a un compteur Linky qui suffit, qui va compter voilà, ce qu'on tire sur le réseau et ce qu'on injecte sur le réseau. Si par contre on est en vente totale, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout l'électricité que l'on va produire, mais qu'on la vend totalement, là il y a besoin de deux compteurs Linky, puisqu'il y a besoin d'un compteur Linky pour compter ce qu'on va produire et un compteur Linky pour compter ce qu'on va soutirer du réseau. Et puis la partie technique, donc on parle souvent de puissance et d'énergie qui sont deux notions un peu différentes. En fait, la puissance, c'est un débit d'énergie. Donc, on prend souvent l'exemple, voilà, si on remplit un réservoir ou une piscine, par exemple, et bien la puissance, c'est l'analogie avec le débit. C'est est-ce que elle va se remplir vite ou pas? Est-ce qu'il y a un gros débit d'eau pour remplir notre piscine? Et l'énergie, et ben c'est le volume en fait de l'eau qu'on remplit. Donc c'est est-ce qu'on a beaucoup d'eau, est-ce que la piscine est remplie ou pas, est-ce qu'on a beaucoup d'eau, donc est-ce que on a beaucoup d'énergie. Donc par exemple, on peut avoir un gros débit, mais si on l'allume que 10 minutes, ben, la piscine ne va pas du tout être remplie, donc il va y avoir une grosse puissance, mais pas beaucoup d'énergie stockée. Alors que si on a un plus petit débit, mais qu'on le laisse allumer par exemple toute une journée, la puissance va pas être énorme, mais on va avoir à la fin de la journée une grosse énergie, donc la piscine va être remplie. Et donc, voilà, c'est la même analogie. Donc, au niveau des panneaux photovoltaïques, on parle en kilowatts crête. Donc, c'est les kilowatts dans des conditions idéales d'utilisation, donc avec le soleil, un soleil franc, une température pas trop élevée pour éviter les surchauffe des panneaux, et voilà, des conditions idéales. Et donc, notre puissance crête, 1 kilowatt crête, ça correspond à peu près à 3,5 mètres carrés et ça correspond à peu près à deux panneaux photovoltaïques pour avoir des ordres de grandeur. Donc, les installations de 3 kilowatts crête, par exemple, eh ben, ça correspond à peu près à 6 panneaux photovoltaïques aujourd'hui, puisque un panneau photovoltaïque va représenter à peu près 500 watts crête. L'énergie, eh ben, c'est cette puissance-là fois le nombre, fois le temps. Donc, fois la durée d'ensoleillement si on prend le cas du photovoltaïque. Donc, par exemple, 3 kilowatts crête fois 1 heure, c'est-à-dire qui sont alimentés, enfin, qui sont sur lequel le soleil tape pendant 1 heure, et bien ça va produire normalement 3 kWh. Et donc 1 kWh, ben voilà, c'est l'énergie. On peut faire aussi l'analogie avec un radiateur. Un radiateur de 1000 watts qu'on utilise pendant 2 heures par jour, il va consommer 1000 watts fois 2 heures, divisé par 1000 pour mettre en kilowatts, et ça va faire 2 kWh par jour. Donc au final, ça va représenter sur un mois de consommation, si on l'allume tous les jours, environ 60 kWh par mois. Et puis après, voilà, en termes d'installation, j'en parlais tout à l'heure, d'implantation. Aujourd'hui, la majorité du temps, on est en surimposition, donc on fait pas en gros un trou dans la toiture et on va pas, les panneaux jouent pas le rôle d'étanchéité de la toiture. On vient mettre au-dessus de la toiture via des rails, via des systèmes d'accroche. L'avantage, c'est que voilà, on a beaucoup moins de problèmes d'étanchéité et en plus les panneaux sont un peu plus performants parce qu'ils arrivent la température est un peu plus faible que lors de l'intégration au bâti. Puis, par contre, au sol, ça reste une option intéressante. Dans certains cas, ça peut être aussi
Intéressant. Euh, donc là, je vais laisser la parole à mon collègue qui va vous parler plus de la partie solaire thermique. Je reprends le relais. Donc au niveau du solaire thermique, on vous l'a dit, mais en fait c'est vraiment une technologie qui est différente du solaire photovoltaïque. On va pas utiliser l'énergie solaire pour produire de l'électricité, mais on va vraiment voilà la capter et l'utiliser pour la chaleur. Donc on est sur une énergie différente. Par contre, le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on va avoir des panneaux qui vont être essentiellement en toiture, même si on peut les mettre ailleurs. On va avoir un fluide qui va circuler dans ces panneaux, un fluide caloporteur qui va récupérer l'énergie solaire, qui va récupérer la chaleur et qui va aller la transmettre ensuite au niveau de votre système de chauffage ou au niveau de votre eau chaude sanitaire pour vos douches ou pour votre vaisselle. Et donc, on a différents systèmes qu'on peut utiliser dans le solaire thermique. Le plus connu, ça va être le chauffe-eau solaire individuel. Donc, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà chez eux, hein. C'est le principe, c'est des panneaux solaires sur votre toiture. Comme je vous disais, le fluide caloporteur qui va circuler dans les panneaux et qui va amener de la chaleur directement pour votre eau chaude de douche ou votre eau chaude de vaisselle, par exemple. Voilà, vous avez un ballon solaire normalement qui va être préchauffé par ce fluide caloporteur et qui va permettre d'alimenter derrière votre ballon classique. On a plusieurs technologies sur les chauffe-eau solaires individuels. Il y en a deux principales. Soit on a à droite de l'écran, comme vous pouvez le voir, un chauffe-eau solaire individuel à éléments séparés. Donc, comme je vous disais, on a un ballon solaire qui va recevoir la chaleur du fluide. Et ensuite, vous allez avoir éventuellement votre ballon classique en appoint pour venir compenser les moments où il n'y aura pas d'énergie solaire et où donc vous n'aurez pas cette chaleur qui provient du soleil. Ou alors on est sur un système à thermosiphon. Et là, dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir sur l'écran, sur la partie gauche de l'écran, en fait, on a les panneaux en toiture et on va avoir le ballon juste au-dessus des panneaux. Euh, Dans ce système-là, on n'a pas de pompe qui fait circuler le fluide. En fait, c'est tout simplement grâce au principe de la thermique. Et en fait, votre liquide, lorsqu'il se réchauffe, lorsqu'il devient chaud, il devient moins dense et donc plus léger. Donc, il va avoir tendance à monter. C'est pour ça qu'on met le ballon au-dessus des panneaux. Parce que le liquide qui circule dans les panneaux, il va monter directement dans le ballon, préchauffer le ballon, et ensuite il va se refroidir et il va redescendre dans les panneaux. Donc on n'a pas besoin de pompe. Ça, c'est le système à thermosiphon. Généralement, ce système-là, il va être fonctionnel dans les régions, on va dire, très ensoleillées et beaucoup plus chaudes, puisque les risques, c'est que comme on a le ballon directement en toiture, potentiellement plus de surchauffe et potentiellement plus de gel également. Donc voilà, ça prend en considération. On peut le voir parfois, mais le plus commun, ça reste un chauffe-eau solaire individuel à éléments séparés avec un ballon solaire au sein de votre habitation. Et ensuite, au niveau de la deuxième technique, ça va être au niveau des systèmes solaires combinés. Et donc là, on va utiliser l'énergie solaire, non pas seulement pour votre eau chaude au niveau de la douche ou au niveau de la vaisselle, mais aussi pour votre système de chauffage. Donc c'est pour les personnes qui ont des chauffages centraux, pardon, une chaudière, une pompe à chaleur RO et j'en passe. Voilà, on va être sur la même chose, hein. On capte l'énergie du soleil, on préchauffe un fluide qui va circuler. Et là, encore une fois, on a deux technologies différentes. Soit le fluide va aller dans un ballon de stockage pour ensuite aller vers votre circuit de chauffage, soit le fluide, il va aller directement vers votre plancher chauffant ou vers votre circuit de chauffage. Donc c'est soit on est sur un système à accumulation, soit on est sur un système direct. La différence, c'est que lorsqu'on est sur un système direct, eh bien comme vous vous en doutez, on n'a pas de stockage de l'énergie qui est préchauffée, donc il va aller directement dans votre circuit, dans votre système de chauffage. Si jamais à un instant T, vous avez besoin de chaleur dans votre chauffage ou dans votre eau chaude et qu'il n'y a pas de soleil ou qu'il n'y a pas d'énergie solaire, eh ben, ouais, c'est la pointe qui va prendre le relais. Donc c'est un système qui a moins de pertes puisqu'il y a il n'y a pas besoin de le stocker, il y a moins de pertes d'énergie, donc il est plus efficace. Mais par contre, voilà, à des moments clés, si vous avez besoin et qu'il n'y a pas d'énergie, dans ce cas-là, c'est la pointe qui va prendre le relais. Et la pointe dans le système direct, il va potentiellement être voilà, plus présent. Ça va dépendre de vos besoins et du soleil. Si je continue également au niveau de de l'implantation, pardon, des installations thermiques, on est sur la même chose globalement que pour le photovoltaïque. On a trois types d'implantation. Soit on va mettre en intégration à la couverture. Dans ce cas-là, on touche à l'étanchéité de la couverture. C'est pas forcément ce qui est recommandé dans un premier temps. Soit on va mettre en surimposition. C'est ce qu'on voit dans la plupart des cas. C'est aussi ce qui est recommandé pour les raisons qu'a évoqué Olivier précédemment. Voilà, moins de surchauffe, une fine couche de ventilation qui circule en dessous, donc les panneaux fonctionnent mieux. Soit on va pouvoir aussi les poser au sol. Et dans ce cas-là, bah, ça fonctionne aussi très bien et on peut leur donner un peu l'inclinaison qu'on veut lorsqu'on n'a pas la place sur la toiture ou pas la bonne orientation.
Donc sur la partie photovoltaïque, si on rentre un peu plus dans le détail, les conditions d'installation, bah déjà il y a une surface disponible. Donc bon, si là on prend le cas de la toiture, ben on a une surface disponible en toiture, on va pas forcément pouvoir mettre une quantité de panneaux illimitée. Il y a forcément aussi un budget. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le productible par an. Donc là, c'est en fonction du nombre de kilowatts crête installés, quelle est voilà l'espérance, quelle quantité d'électricité je peux espérer produire par an. Donc là, on voit que dans notre région, on est à peu près à entre 1200 et 1400, voire même un peu plus dans certains cas, kilowattheure par kilowatt crête. Donc là, bah, typiquement, par exemple, si on a 3 kW crête installés, donc 6 panneaux, si on prend notre exemple de tout à l'heure, ben, on peut s'attendre à produire à peu près 4000 kWh par an. Ça, déjà, c'est un chiffre qu'on peut avoir, qui est assez simple à retenir et qu'on peut permettre, voilà, de comparer avec notre consommation. Si on a, voilà, je sais pas, 10 000 kWh par an de consommation, si on a 5 000 kWh, si on a 30 000 kWh par an de consommation électrique, on peut déjà faire un petit ratio et voir quel peut être l'impact de notre production par rapport à notre consommation. Et puis aussi la question de l'orientation et de l'inclinaison. Là, c'est un petit tableau qui montre en fonction voilà, de l'inclinaison et de l'orientation, quel est le facteur correctif que l'on peut prendre en compte. Donc, par exemple, bah, si on est au sud à 30 degrés, on va avoir 100%, on va produire le maximum possible. Mais ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, l'est et l'ouest, c'est pas trop. Voilà, on perd 10% au maximum de production, donc c'est pas non plus énorme. Hein. Installer des panneaux à l'est, à l'ouest, c'est pas non plus avec une inclinaison intéressante, c'est pas non plus trop dégradant. Par contre, on voit par exemple que voilà, si on est en vertical, on perd beaucoup plus, donc il faut quand même qu'il y ait une inclinaison optimale. Euh, donc là, on voit ce qu'on appelle dans le tableau, enfin dans le petit tableau à gauche, on voit ce qu'on appelle l'irradiation globale. Donc ça, c'est la quantité d'énergie solaire qui arrive au niveau de la surface, au niveau du sol. Donc on voit qu'on est à autour des 1600 kWh par mètre carré. Donc là, on pourrait se dire, tout à l'heure, on était à 1400, là, on est à 1600, donc ça veut dire les panneaux solaires ont un bon rendement, on est à 90%, on récupère 1400 et on est à 1600. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, on est en kilowattheure par mètre carré, alors que tout à l'heure, on était en kilowattheure par kilowatt crête. Donc c'est un peu différent. Donc en gros, il faut en fait multiplier par 3,5, on a vu, puisque un kilowatt crête, ça correspond grosso modo à 3,5 mètres carrés. Donc là, en fait, on tombe plutôt sur un rendement autour des une vingtaine de pourcents. Donc c'est les rendements à peu près aujourd'hui des panneaux entre, on va dire, 15 et 18-20%. Donc voilà, pour information, on récupère à peu près une quinzaine, entre 15 et 20% de l'énergie totale qui arrive sur qui arrive sur la toiture. Et la petite image là, c'est tout à l'heure, je me suis amusé à faire ça. C'est une application qui s'appelle donc la trajectoire du soleil. Vous avez le petit logo à droite qui permet en fait de voir directement en 3D avec votre téléphone l'emplacement du soleil en fonction de la saison et en fonction de l'heure. Ça permet quoi? Ça permet de voir d'éventuels masques solaires si vos panneaux vont être à l'ombre ou pas selon certaines heures, selon certaines périodes. Et donc ça permet de voir déjà rapidement si la production va être dégradé pendant l'année ou s'il n'y a pas forcément de masque par rapport aux arbres, par rapport aux bâtiments, aux immeubles, etc. Donc ça c'est intéressant, vous pouvez télécharger l'application et faire ça, c'est assez facile. Voilà. Là, voilà, donc on a une production mensuelle en kilowattheure par mois pour une installation de 3 kW. Donc toujours pareil pour voilà, autour de 10 mètres carrés, 6 panneaux. On a cette production-là, donc on voit forcément qu'on produit beaucoup plus qu'en été qu'en hiver. Hein, on voit qu'on produit grosso modo 4 fois plus, entre 3 et 4 fois plus en été qu'en plein hiver. Et on voit que on retrouve à peu près nos 4000 kWh par an sur cette production-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on double la quantité de panneaux, eh ben, on double forcément les consommations. Donc, on voit que janvier, on est à 150, donc on serait à 300, grosso modo, si on double. Alors qu'en juillet, on est à peu près à 550, donc on serait à 1100. Donc, on voit qu'en fait, si on double la quantité de panneaux, en fait, on rend on fait une cloche beaucoup plus grande, forcément, en été qu'en hiver. Mais on gagne que 150 en hiver et on gagne 500 en été.
Donc ça, pour les questions après de surplus, c'est pas forcément une bonne option de mettre trop de panneaux parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup augmenter le surplus. On va avoir trop d'énergie qu'on va pas pouvoir utiliser en été et en hiver, en fait, ça va pas avoir beaucoup d'impact. C'est pour ça que souvent il y a un compromis en fait à trouver entre une surface de panneaux suffisante pour avoir un bon taux d'autoconsommation pour utiliser une bonne partie de ce qui est produit, pas avoir suffisamment de surplus, mais pas non plus trop de panneaux parce que sinon, on va avoir beaucoup de surplus et c'est comme on va le voir tout à l'heure sur la partie financière, c'est pas le surplus qui va permettre de rentabiliser rapidement notre installation. Cette partie-là. Voilà. Faut que tu rectifies ton micro, Bastien. Très bien vu. Très très bien vu. Je vais continuer sur le solaire thermique du coup. Au niveau des conditions d'installation, on est sur les mêmes conditions ou des conditions un peu similaires à celles du photovoltaïque au final. C'est-à-dire qu'on va quand même chercher à avoir une toiture qui est bien orientée avec une surface peu ou pas ombragée et une inclinaison, une pente de toit qui est suffisante. C'est peut-être là où il y a un peu de différence avec le photovoltaïque, c'est qu'on va chercher une pente de toit un peu supérieure à celle du photovoltaïque pour le solaire thermique. Vous le voyez à l'écran, on a un schéma sous forme d'un cercle qui montre un petit peu de la même manière que les tableaux d'Olivier tout à l'heure, la production que vous auriez selon l'orientation et l'inclinaison. En fait, ce qu'on voit dans ce tableau, c'est que la partie en jaune, euh, elle représente 100% de la production que vous pourriez avoir, donc le maximum. Et la partie en jaune, elle est au sud, à plus ou moins 30 degrés. Donc on va chercher à avoir cette orientation-là. Et au niveau de l'inclinaison, on voit qu'on se trouve entre 30 et 50 degrés. Donc entre 30 et 50 degrés d'inclinaison de toiture, vous auriez une production maximale pour votre installation de solaire thermique. Par contre, on voit que si on est sur une pente un peu plus douce à 20 degrés, on est quand même à 90%. Donc ça reste plus que productif et totalement envisageable aussi pour des toitures comme les toitures qu'on a ici en Provence qui sont un peu plus douces. Voilà. Et en autre condition à envisager, c'est aussi voilà, forcément un peu d'espace à l'intérieur de la maison en local technique pour pouvoir stocker le ballon solaire, puisque comme on l'a évoqué, il y aura forcément un ballon dans lequel on stockera l'énergie. Ensuite, au niveau du dimensionnement, je vais passer rapidement dessus, mais voilà, pour que vous ayez quelques données. En gros, on admet dans le milieu que bon, aujourd'hui, en moyenne par personne, on considère une consommation de 50 litres de flotte sanitaire par jour. Euh, et Et aujourd'hui, on considère 50 litres par mètre carré de capteur. Donc en gros, pour un foyer où vous avez une ou deux personnes, ça va correspondre à un panneau en moyenne, puisque voilà, 1 mètre carré par personne, donc 2 mètres carrés, sachant qu'un panneau de solaire thermique, en moyenne, il va faire à peu près 2 mètres carrés. On est sur ce dimensionnement-là. Donc pour de une à deux personnes, un seul panneau suffira. Pour trois à quatre personnes, on va passer donc à deux panneaux, et ainsi de suite, ça va en augmentant. Quelques données aussi que vous avez ouais, trouvées dans les tableaux, donc par rapport au volume du ballon solaire notamment. Et une donnée aussi également en bas par rapport à la couverture que peut apporter du solaire thermique pardon, pour votre chaude sanitaire. Généralement, avec un chauffe-eau solaire individuel, par exemple, on va dire que vous allez pouvoir couvrir plus de 70% de votre consommation annuelle, notamment dans le sud-est. C'est pas forcément le cas partout en France, mais dans le sud-est, c'est quelque chose qui peut atteindre plus de 70% à l'année. Si je passe sur le chauffage solaire, donc sur les systèmes solaires combinés, au niveau du dimensionnement, ce qu'on estime aujourd'hui, c'est que 1 mètre carré de capteur, ça correspond à 10 mètres carrés de surface chauffée. Donc, si vous avez une maison ancienne qui fait une centaine de mètres carrés, eh ben, il faudra 10 mètres carrés de capteur. Pour les maisons un peu plus récentes qui sont RT 2012, on n'est plus sur 1 mètre carré pour 10 mètres, on est sur 0,7 mètres carrés pour 10 mètres. Donc, forcément, il y a besoin d'un peu moins de panneaux, puisqu'il y a besoin de moins de chauffer, elles sont plus performantes, ces maisons-ci. Donc voilà, bah, il suffit de faire les calculs, hein, mais en moyenne, c'est ça, c'est 1 mètre carré pour 10 mètres carrés pour des maisons anciennes. Au niveau du chauffage solaire, on estime aujourd'hui que un système solaire combiné, il peut couvrir entre 40 et 60% des besoins de chauffage d'un foyer, bien sûr selon la position géographique, la localisation du foyer. Donc on n'a pas la même couverture dans le sud-est qu'on aurait dans le nord de la France, puisqu'on n'a pas les mêmes apports solaires. On passe à quelques étapes clés pour réussir son projet. Donc c'est là aussi où on va voir les modèles économiques et les aides financières. Olivier, je te laisse continuer sur la partie photovoltaïque. Oui. Euh, donc sur la partie photovoltaïque, il y a, on va dire, trois grandes options.
La vente totale, l'autoconsommation sans vente du surplus et l'autoconsommation avec vente du surplus. La vente totale, donc c'est assez simple, c'est on produit et on vend 100% de notre production. Donc on a un contrat sur 20 ans, on va produire voilà par exemple 4000 kWh par an et ces 4000 kWh, on va les vendre à un prix autour des 12 centimes par kilowattheure. Ce prix, il varie tous les 3 mois. Bon, une fois qu'on a signé le contrat, il est fixe, enfin, quasiment fixe, mais sinon, il varie tous les 3 mois. Enfin, pas forcément tous les 3 mois, mais en tout cas, il varie. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une rentabilité, on va dire, quasi certaine, ou en tout cas, on sait estimer voilà, une rentabilité à quelques pourcents près, puisqu'on sait combien on va produire à peu près par an, on sait le prix de vente, et donc il n'y a pas de surprise, on n'a pas besoin d'adapter sa consommation, d'adapter son mode de vie à sa production. L'inconvénient, c'est que euh, le prix est quand même relativement bas, notamment si on compare à il y a une dizaine d'années. Bon, après, dans notre côté, il y a une dizaine d'années, les prix étaient beaucoup plus, le prix d'installation était beaucoup plus important. Mais voilà, c'est une option aussi, une option qui est possible. L'autoconsommation sans vente du surplus, là, on autoconsomme, et puis s'il y a du surplus, enfin, il faudrait pas qu'il y ait de surplus, mais on va dire on n'utilise pas l'éventuel surplus. Et puis l'autoconsommation avec vente du surplus, donc là, c'est une option qui est pas mal utilisée ces derniers temps, même si le prix de vente du surplus a été fortement baissé il y a quelques semaines. Donc c'est on produit. Si au moment de la production on consomme, on a les équipements en même temps qu'ils consomment de l'électricité, eh ben notre production photovoltaïque, nos panneaux vont alimenter directement nos équipements électriques, des frigos, des fours, des voitures électriques, peu importe. Par contre, si on produit plus en instantané que ce qu'on consomme, ben, il va y avoir du surplus. Et ce surplus-là, on va le vendre vous voyez, à 4 centimes par kilowattheure. Donc c'est quand même relativement faible. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que c'est pas avec le surplus qu'on va rentabiliser notre installation. Et puis, il y a aussi une petite prime à l'autoconsommation dont on parlera tout à l'heure dans la partie aide financière. Mais c'est les trois grandes options. Et c'est vrai que l'option d'autoconsommation avec vente du surplus, elle a pris un petit peu de plomb dans l'aile ces dernières semaines parce que la vente du surplus a fortement baissé. Et donc, c'est encore plus important de bien dimensionner et d'avoir une surface adaptée à sa consommation et aussi, d'un autre côté, d'adapter sa consommation à sa puissance pour avoir le plus d'autoconsommation possible, c'est-à-dire par rapport à sa production, d'en utiliser un pourcentage le plus important possible. Exactement. Et juste pour compléter, pour que pour les gens aient une idée un petit peu de la baisse du tarif de rachat du surplus, au cas où, bah, l'an dernier, en fin d'année, par exemple, le surplus était racheté à 13 centimes le kilowattheure. On est descendu à 4 centimes récemment. Donc voilà. Aujourd'hui, le surplus Mm. a perdu 3 fois son tarif de rachat. C'est pour ça que, comme Olivier le disait, il y a vraiment un réel intérêt et une réelle importance à poser une installation qui est bien dimensionnée à vos besoins et habituée à vos habitudes de consommation pour avoir quelque chose qui soit voilà, complètement adapté et que vous ayez le moins de surplus possible. Puisque le revendre à 4 centimes, c'est pas là-dessus que vous allez trouver une rentabilité. Ouais, on a un exemple justement juste après où on prend un cas concret et on voit que le surplus est pas forcément, enfin voilà, c'est quasiment négligeable. Par contre, ça pourrait être un petit peu contrebalancé dans quelques mois puisque, enfin, une partie en tout cas, puisque la TVA va baisser sur le photovoltaïque. Donc, il y a voilà, l'installation coûtera un petit peu moins cher, mais bon, ça compensera pas la baisse du vente de surplus, enfin, en tout cas dans la majorité des cas. Voilà. Alors, du coup, sur les batteries physiques, je vois qu'il y a une question sur les batteries virtuelles. Ben, c'est la slide d'après, donc oui, je vais y répondre. Donc, sur les batteries physiques, l'intérêt, c'est quoi? Ben, c'est qu'on l'a compris, sans une installation de base sans batterie, c'est de l'instantané. C'est-à-dire qu'on produit en instantané, soit on a quelque chose qui va consommer la production instantanée. Donc, si je reviens sur mon explication tout à l'heure, la puissance instantanée, on a quelque chose qui peut l'absorber, soit bah, ça va être du surplus. Ce surplus-là, on pourrait se dire, bah oui, effectivement, avec des batteries, on pourrait stocker ce surplus pour l'utiliser plus tard, dans la soirée ou à un autre moment. Donc, c'est une option qui est possible. L'inconvénient, c'est que voilà, les batteries physiques, en termes de gestion des déchets, en termes de fin de vie, c'est pas terrible. En termes au niveau environnemental, de matière, enfin, de fabrication, c'est pas non plus très intéressant. Et que on a
on va dire, une batterie immense qui est le réseau. Et donc, on peut se servir de ce réseau pour, ben, entre guillemets, stocker en vendant le surplus et en l'utiliser que lorsqu'on en a besoin. Après, c'est sûr qu'avec la baisse du tarif de surplus, la batterie physique a des arguments plus intéressants qu'il y a quelques mois. Donc voilà, ça peut être une option, mais il faut bien avoir conscience que ça a une durée de vie quand même plus faible que la durée de vie des panneaux. Donc il faudra sûrement renouveler le parc de batteries au bout de voilà une dizaine d'années. Le prix reste quand même relativement élevé et il y a des questions aussi de cycle de décharge et de charge et de pourcentage maximum d'utilisation. Donc c'est quand même une contrainte de gestion. Il y a quand même des choses à prendre en compte, mais ça peut être des options. Tout à l'heure, il y avait la question sur, il y a une question, une personne qui veut mettre des batteries de 3,6 kilowatts. Alors justement, j'en profite parce que du coup, les batteries, si je reviens à mon explication tout à l'heure, c'est pas de la puissance, c'est de l'énergie, donc c'est pas des kilowatts, c'est des kilowatts-heure, puisque c'est un volume d'énergie qui est stockable. Sur les différents conseils, oui, il y a des options en plug and play qui sont assez simples à mettre en œuvre. Après, il y a quand même voilà, des choses à vérifier, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la partie puissance nécessaire, sur le coût, sur la durée de vie, etc. Donc, c'est pas forcément l'option qu'on va privilégier de base. Après, c'est une possibilité. Il faut faire des devis. Il faut voilà, bien adapter la puissance de batterie pour que ça puisse être intéressant. Sur la batterie virtuelle, justement, il y a aussi la question. Donc, la batterie virtuelle, c'est quoi le principe? En fait, on parle de batterie virtuelle, mais il faudrait plus parler de comptage virtuel. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le surplus va être compté, va être, on va dire, cagnoté sur un compte, on va dire, enfin, et cette quantité-là, qui a été comptée en surplus, eh ben, on va pouvoir l'utiliser, euh, entre guillemets, gratuitement. Je reviendrai juste après dessus le soir, enfin en tout cas au moment où on n'a pas de production. Donc par exemple, si je produis dans une journée 10 kWh, j'en utilise 5 pour chez moi parce que j'ai 5 kWh de consommation journalière. Je vais en avoir 5 qui vont être injectés sur le réseau, donc physiquement elles vont servir à mon voisin, mais administrativement elles vont être comptées. Je vais avoir 5, 5 kWh de bonus entre guillemets et je vais pouvoir utiliser gratuitement 5 kWh pour voilà le soir ou un autre jour où j'en ai besoin, où je produis moins. Euh, les inconvénients, ça va être qu'il y a souvent la nécessité de changer de fournisseur d'énergie, voire même tout le temps. Donc bon, ça peut être un inconvénient, surtout que souvent les coûts sont pas forcément, le prix n'est pas forcément le même que le tarif, enfin le fournisseur que vous avez. En fait, quand je disais gratuitement, il y a quand même des taxes à payer, puisqu'il faut y payer des taxes d'acheminement de l'électricité, puisque vous utilisez quand même l'électricité, vous utilisez quand même le réseau pour l'électricité, donc il y a des taxes. Souvent, aujourd'hui, ces taxes, en fait, elles sont remplacées par des abonnements que vous devez payer. Donc vous avez des abonnements à 10, 15, 20, 30, 50 euros par mois, selon la quantité de max de kilowattheures que vous pouvez stocker, enfin compter plutôt. Donc ça, il faut vérifier. Et puis, vous pouvez pas avoir accès à la prime à l'autoconsommation. Bon, maintenant, elle est beaucoup moins importante, mais voilà, c'est quelques dizaines ou centaines d'euros selon la puissance que vous pouvez pas demander. Par contre, c'est sûr que maintenant, avec le prix de vente du surplus, qui a fortement baissé, ça devient une option potentiellement intéressante. Sous réserve aussi que les taxes augmentent pas forcément aussi vite enfin pas plus vite que le prix, mais c'est une option à reconsidérer effectivement en fonction avec le prix actuel du surplus. J'espère avoir répondu à votre question dans le chat. Voilà sur la partie virtuelle. Sur les aides financières côté thermique cette fois-ci. Donc au niveau du solaire thermique, on a trois aides financières, trois dont une à l'échelle locale, qui sont pour lesquelles vous pourriez être éligible, qui sont dépendantes bien évidemment de conditions de ressources selon les barèmes de l'ANA. Donc vous avez MaPrimeRénov, qui est l'aide à la rénovation énergétique nationale, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, et donc qui vous donne un certain montant de primes selon dans quelle catégorie vous vous placez, donc ressources très modestes, modestes ou intermédiaires. Comme vous pouvez le voir à l'écran, bah, ça va entre 2 000 et 4 000 euros pour un chauffe-eau solaire individuel
et entre 4 000 et 10 000 pour un système solaire combiné. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous avez en plus les certificats d'économie d'énergie, ou ce qu'on appelle aussi la prime énergie, qui est l'aide des gros pollueurs, des gros fournisseurs d'énergie. Tous les fournisseurs, hein, vous pouvez trouver EDF, Engie et j'en passe, Total, voire même certaines grandes surfaces. Vous pouvez faire une demande de prime énergie auprès de ces acteurs-là, de ces obligés, et vous aurez un certain montant aussi. Pour un chauffe-eau solaire individuel, on va tourner aux alentours de 150 euros, du moins c'est ce qui a été simulé récemment. Pour un système solaire combiné, ça peut être environ 650 euros, et ça peut monter jusqu'à une forte somme quand on respecte certaines conditions. Et la troisième aide, donc l'aide locale qui est Provence Éco-Rénov', qui elle va donner alors soit 25, soit 50% du montant des travaux, selon si vous êtes dans un périmètre d'habitat indigne, donc sur Marseille. Et pareil, le plafond d'aide qui va varier entre 4 000 et 8 000 euros, encore une fois, selon si vous êtes ou non sur le périmètre d'habitat indigne. Et donc voilà, vous pouvez toucher par exemple 4 000 euros supplémentaires de la part de Provence Éco-Rénov' pour un système solaire combiné, si vous avez une installation qui coûte 16 000 euros. Donc ces trois aides-là, elles sont cumulables. Au niveau des critères de ressources, on pourra y revenir par la suite. On a un tableau qui les récapitule en annexe. Au niveau de Provence Éconov, l'aide locale, c'est pas les mêmes tableaux que les barèmes de l'ANA. C'est simplement pour une personne seule, le plafond il est à 35 000 euros. Et pour un foyer de deux personnes ou plus, le plafond il est à 55 000 euros en termes de revenus fiscaux de référence. Voilà, comme ça vous avez l'information. On pourra revenir dessus si besoin est. Après, au niveau du photovoltaïque, Olivier, tu pourras confirmer, mais il n'y a pas de subvention supplémentaire que la prime à l'investissement aujourd'hui. Ouais, non. Dans l'exemple, on verra tout à l'heure dans l'exemple, mais oui, c'est ça. Il y a une aide, la prime à l'autoconsommation avec vente du surplus dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, Justement, il y a la question aussi. Donc, pour revenir sur les batteries virtuelles, quel est le montant de la taxe? Alors, la taxe, on est autour des 5 centimes par kilowattheure. Donc, c'est quand même pas forcément négligeable. Après, aujourd'hui, les options, enfin, souvent, cette taxe, en fait, elle est invisible parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent des abonnements qui sont à payer selon l'énergie euh, de batterie que l'on choisit, l'abonnement que l'on choisit. Et donc là, voilà, il faut regarder, ça dépend, mais on va être entre 10 et 15, 30, 50 euros par mois selon la quantité d'énergie de batterie qu'on va choisir. Et par contre, peut-on changer de fournisseur plus tard pour bénéficier de la prime et utiliser les batteries virtuelles plus tard? Euh, Ça, je peux pas vous dire. Peut-être. Bon, après, honnêtement, maintenant, la prime à l'investissement, elle est quand même relativement faible. On va voir tout à l'heure. C'est pour 3 kilowatts crête, c'est 200 euros, je crois. Donc, bon, à voir, mais peut-être que c'est possible de faire comme ça. Après, Hmm. faudrait creuser. J'ai pas creusé la question. Moi, je peux peut-être compléter ta réponse, Olivier. En fait, sur la même installation, vous pourrez pas le faire. Par contre, si vous remettez une deuxième installation photovoltaïque en autoconsommation avec vente du surplus, du coup, pour celle-ci, vous seriez éventuellement éligible à la prime si vous le souhaitez. Mais pour la première installation, si vous passez d'abord sur une batterie virtuelle, euh, Oui, c'est c'est- là, la question, c'est, en c'est fait, l'inverse. on met une installation sans batterie virtuelle, on met la prime et après, on adhère aux batteries virtuelles. C'est Ah ça oui, ta c'était question. l'inverse, j'avais mal compris. Ça, je sais pas si c'est possible, faudrait chercher, ouais. J'ai pas la réponse directement. Ok. Ah, Du coup, ouais, mais là, je faisais la bonne solution. Je te laisse. je continue là-dessus. Simplement, on a évoqué un peu les principes de fonctionnement des deux technologies, le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. On a évoqué un peu les conditions d'implantation également. Forcément, bah, il y a différents cas, différentes situations et elles ont des solutions qui sont plus ou moins adaptées. Alors là, il y a un petit tableau qui récapitule certains de ces cas avec les solutions recommandées. Le tableau, il n'est pas exhaustif, bien sûr, et ça ne veut pas dire que dans un certain cas, vous pouvez pas utiliser une ou l'autre solution. Simplement, voilà, à titre d'exemple, ça permet de se faire un petit peu une idée. Euh, voilà. Si jamais vous êtes dans le cas où vous souhaitez vraiment réduire votre facture de flotte sanitaire, bah forcément, le plus intéressant, ce sera dans beaucoup de cas de passer sur un chauffe-eau solaire individuel. Si jamais vous avez une grosse consommation électrique et vous souhaitez réduire votre facture électrique, votre facture EDF par exemple, vous avez une piscine, vous avez une clim qui tourne beaucoup l'été et donc une consommation estivale qui est assez importante, bah, le plus intéressant pour vous, ce sera vraisemblablement une installation photovoltaïque en autoconsommation qui soit bien dimensionnée à vos besoins et avec la vente du surplus.
Euh, Si vous avez un système de chauffage central, que vous souhaitez plutôt utiliser l'énergie solaire pour chauffer votre maison, bah, on sera sur un système solaire combiné. Après, il y a aussi d'autres cas. Par exemple, si dans votre cas, vous envisagez éventuellement la mise en location ou la vente de votre maison et que votre objectif, c'est qu'elle prenne en valeur, ou c'est d'améliorer l'étiquette énergétique pour respecter la réglementation, eh ben, dans ce cas-là, le plus intéressant, ce sera sûrement du solaire thermique avec soit un chauffe-eau solaire individuel, soit un système solaire combiné, puisque le photovoltaïque ne permet pas aujourd'hui d'améliorer votre DPE, ne permet pas d'améliorer l'étiquette de votre diagnostic de performance énergétique, alors que le solaire thermique, oui. Donc dans ce cas-là, ce sera plutôt le solaire thermique qu'on va prioriser pour voilà, permettre de gagner un petit peu en performance et donc d'améliorer l'étiquette de votre logement. Si vous êtes absent la journée ou que vous avez une toiture qui est quand même avec une surface assez conséquente, bien orientée, bien inclinée, peut-être que le photovoltaïque en vente totale de production, ça sera la solution la plus adaptée pour vous. Alors bien sûr, ça vous protégera pas contre la hausse du coût de l'électricité. Par contre, voyez ça comme un investissement qui sera sûrement intéressant pour profiter de l'espace que vous avez sur la toiture et y trouver une rentabilité à moyen terme. Et après, bon voilà, pour les sites qui sont non raccordés au réseau, les sites un peu isolés, que ce soit des résidences principales ou secondaires, généralement, la meilleure solution à terme, c'est quand même de combiner les deux, de combiner le photovoltaïque pour alimenter les appareils électriques et voilà, pour votre quotidien un petit peu, et le solaire thermique pour bah, justement réduire votre dépendance à l'électricité pour pour l'eau chaude sanitaire ou pour le chauffage si vous avez un système central. Bon, il y a vraiment beaucoup de situations très différentes. Chaque cas s'étudie aussi individuellement parlant, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui et tout le temps, les conseillers France Rénov, pour pouvoir vous apporter les conseils par rapport à votre situation personnelle et voir, voilà, voir quelles sont les aides pour votre situation, voir quel serait le système le plus adapté, et vous donner les raisons et les tenants et les aboutissants de votre projet. On peut continuer sur les cas concrets Ouais, avec pour un premier. finir, deux exemples. Un exemple sur le photovoltaïque, donc voilà, une installation de 3 kilowatts crête, une installation assez classique, donc une dizaine de mètres carrés, une facture de 2 000 € par an, avec des équipements électriques, un chauffe-eau, une piscine, voilà, des équipements classiques. Une installation de 3 kilowatts crête, aujourd'hui, on est à peu près voilà, autour des 8 500, 9 000 €. Comme on l'a vu, on produit à peu près 4 000, un peu plus de 4 000 kWh annuels. Si on estime une autoconsommation à 50%, une autoconsommation, c'est quoi? C'est par rapport à votre production, donc par rapport aux 4200. On en a la moitié qu'on va utiliser pour notre consommation et la moitié qui va être du surplus. Donc ça peut être le cas. Et ben la prime, on le voit, donc c'est 80 € fois 3, donc c'est 240 €. Le surplus, on a vu que c'était 4 centimes fois bah, la moitié, donc ça fait 84 € aussi, enfin 84 euros. Et puis l'électricité économisée, ben, la moitié de 4200 fois le tarif actuel de l'électricité, on est à 530 € à peu près par an. Donc le temps de retour, ben, c'est ce qu'on a investi, donc 8500 en moins la prime, plus ce qu'on économise par an, donc 528 plus 84 et on est à peu près à autour de 13 ans. Ça, c'est sans prendre en compte l'augmentation du prix de l'électricité, puisqu'au plus l'électricité va augmenter, au plus on va rentabiliser rapidement. C'est aussi en prenant en compte une autoconsommation à 50% qui peut être, dans certains cas, beaucoup plus importante si on adapte un peu nos consommations, si on réduit aussi un peu nos consommations. Enfin, en tout cas, si et c'est en général ce qu'on voit lorsqu'on installe du photovoltaïque. Les gens, voilà, font plus attention à leur consommation et font plus attention notamment au moment où ils consomment, avec aussi du pilotage qui peut être fait. Donc, on peut arriver à des rentabilités plus rapides. Mais c'est vrai que la vente du surplus, la baisse de la vente du surplus a, a augmenté un peu les temps de retour sur investissement, sur le photovoltaïque. Le même exemple pour une installation solaire thermique, donc famille de 4 personnes, les mêmes revenus fiscaux de référence, maison de la même surface, 100 mètres carrés. On considère qu'il y a au moins 4 mètres carrés de toiture bien exposée. Et donc 4 personnes avec un chauffe-eau électrique de 200 litres. Comme on l'a dit tout à l'heure, à peu près 50 litres d'eau chaude sanitaire estimée par personne, donc ça fait 200 litres de besoin par jour, ce qui représente à peu près 4200 kWh. Pour un chauffe-eau solaire individuel, pour cette situation-là, on serait sur une installation à peu près à 6500 €. Au niveau des aides, par rapport aux revenus fiscaux qui sont indiqués dans cet exemple, il y aurait MaPrimeRénov' qui donnerait 2000 €,
les certificats d'économie d'énergie 150 euros et le département qui financerait un quart du coût de l'installation, soit dans ce cas-là 1625 euros. Et ensuite, pour calculer les économies dans le cadre du solaire thermique, tout à l'heure, je vous l'ai évoqué, on est à peu près entre 50 à 70%, voire plus dans le sud-est, des besoins qui seraient pris en charge par le solaire thermique. Ici, on considère en moyenne 60% pour avoir voilà, un cas précis dans cet exemple. Donc 60% des besoins de 4200 euh, qui sont récupérés par le coût de l'électricité qu'on estime à 25 centimes. Ça fait 630 euros d'économie par an pour ce foyer. On considère à peu près 100 euros annuels de maintenance ou d'entretien. Voilà, on fait le calcul. Le retour, il est à peu près à 5 ans. Après, voilà, bon là on est sur un cas typique où le chauffe-eau solaire individuel, il est extrêmement intéressant puisqu'on est sur 4 personnes qui consomment de l'eau chaude, donc avec une grosse consommation d'eau chaude à l'année et qui sont éligibles aux 3 aides. Donc on réduit drastiquement le coût d'investissement. Du coup, c'est vrai que dans ce cas-là, le chauffe-eau solaire thermique, hein, il est vachement intéressant. Si on avait eu une seule personne, l'exemple aurait été totalement différent. Si on prend des revenus enfin, supérieurs également, voilà. C'est propre à chaque installation, mais dans ce cas-là, effectivement, il faut se poser la question. Ça peut permettre de faire de belles économies et une belle amélioration. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Olivier, pour le moment? Non, c'est bon. Je pense qu'on va passer aux questions. Il y en a déjà deux commentaires qui ont été faits. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions sur ce qu'on a parlé ou sur d'autres points qu'on n'aurait pas forcément abordés. Euh, j'ai entendu dire que le département 13 avait subventionné à nouveau les installations photovoltaïques. Alors moi, j'ai pas d'informations à ce sujet-là. Euh, c'est possible, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas eu vent de cette possibilité-là. En fait, il y a une autre problématique qui se pose, c'est aussi que du coup, c'est à l'échelle nationale, avec l'arrêté tarifaire qui, lui, interdisait de cumuler et la vente de surplus et la prime à l'investissement et les aides locales. C'est pour ça que même si le département le proposait, tant qu'il y a cet arrêté tarifaire, vous ne pourrez pas combiner les deux, donc c'est-à-dire la subvention du département et pour votre installation en autoconsommation, la vente du surplus ainsi que la prime à l'investissement. Hmm. Après, au vu maintenant du montant de la prime, Oui, ça oui, peut oui, être complètement. intéressant si l'enlève du département éventuel qui y arriverait, je sais pas. Ah, Ça, voilà, à voir. Peut-on être éligible à Provence et Rénov si on n'est pas éligible à ma prime Rénov? Alors oui, il me semble que tu as des tableaux sur ça. Euh, tu veux dire celui-là? voilà, donc ça c'est le tableau de ma prime Rénov. Enfin, les catégories de revenus de la prime Rénov. Donc voilà, selon vos revenus, vous allez être dans une catégorie. Et Provence Eco-Rénov, pour le coup, c'est beaucoup plus simple puisque on l'a dit tout à l'heure, c'est 60 000 euros pour 2 personnes ou plus à ne pas dépasser. Donc oui, par exemple, si on prend le cas de 2 personnes, si on est à 50 000, eh bien on est supérieur au niveau de ma prime Rénov, donc on n'est pas éligible à ma prime Rénov par geste, mais par contre, on est éligible à Provence Eco-Rénov. Hmm. Ce sont deux critères différents. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez que l'on aborde? Je regarde. Pour l'instant, pas de questions. On va attendre encore 2 minutes s'il y a d'autres questions. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, c'est que ça a été très clair. Du coup, on a été très bon. Ah, bah, d'ailleurs, c'est exactement la remarque. De toute façon, on va vous envoyer par mail le lien avec le replay et la présentation. Euh, on reste disponible, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec selon votre situation, votre localisation. On reste disponible pour répondre à toutes vos questions, analyser les devis. Vous pouvez trouver des entreprises sur l'outre justement en tapant votre localisation, en créant un compte et en indiquant votre localisation et le domaine de travaux, vous allez avoir accès à des entreprises référencées et certifiées. Ça n'empêche pas de nous transmettre les devis puisque nous, on puisse après vous aider à les comprendre et à analyser et à choisir l'option la plus intéressante pour vous. Euh,
Et puis sur ça, voilà, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose d'autre, Bastien. Non, ça me semble clair. N'hésitez pas à revenir vers nous, voilà, pour vos projets, si vous avez des projets à titre individuel, pour qu'on puisse voir ensemble quelle est la solution adaptée, que ce soit photovoltaïque ou solaire thermique, et même pour tout projet qui concerne la rénovation énergétique en général, hein, bien sûr. Voilà, vous avez ces portes d'entrée à l'écran et on sera là pour répondre à vos questions par la suite aussi. Voilà, et ben du coup, je vous souhaite une bonne journée et puis peut-être à bientôt pour d'autres webinaires. Voilà, il y a des webinaires qui arrivent tous les mois. Voilà, bonne journée, au revoir. Au revoir.